Si ces images ressemblent à un film catastrophe américain, elles sont pourtant bien réelles et témoignent d'un épisode climatique méconnu en Europe, mais qui a traumatisé le Québec. Du 4 au 10 janvier 1998, la province va vivre la plus grave catastrophe climatique de son histoire. Une catastrophe qui changea à jamais son rapport à l'hiver et qui mena ses infrastructures à la limite de ce qu'elles pouvaient supporter. Ce que vous voyez là, c'est le centre-ville de Montréal, plongé dans le noir. Vient de frôler ce qui s'appelle le désastre à Montréal. Routes paralysées, pylônes effondrés et blocs de glace qui tombent du ciel, plongeons ensemble au cœur de l'hiver le plus infernal qu'ait connu le Québec. Salut, je suis Tom, et aujourd'hui, je vous raconte la crise du verglas qui a paralysé le Québec. Que peut-on craindre de la glace ? A priori, pas grand-chose. Pourtant, alors que le Québec commence à peine l'année sous un froid sec et ensoleillé, parfaitement habituel, les météorologistes nord-américains voient pointer à l'horizon une situation pourvue d'un désastreux potentiel. Au sud des États-Unis, une vaste dépression chaude et pluvieuse propulsée par le courant El Niño prend rapidement la direction du Canada. La pluie chaude, en rencontrant les sols froids, a le potentiel de geler et de former du verglas. Lorsqu'il fait trop chaud dans la haute atmosphère pour neiger, la pluie tombe et gèle en arrivant sur le sol froid. Plus dangereux que la neige, le verglas transforme tout ce qu'il touche en patinoire. Alors qu'au nord du Québec, ces conditions donneront une tempête de neige, au sud, on s'inquiète de ce monstre de glace. On active le plan verglas, en espérant que l'accumulation restera modeste. La province est sur le point de se faire avaler par un monstre qu'elle ne voyait pas venir. Le lundi, la pluie commence à tomber. Des orages déversent de la glace, qui enveloppent les voitures, les routes et les pylônes électriques. Mardi 6 janvier, le sud du Québec se réveille figé dans la glace. Les 2 premiers jours, une couche de 35 mm s'attaque aux structures de la région de Montréal. C'est accumulé en moins d'une heure. C'est décourageant. Et on en a jusqu'à au moins demain midi. Cette drôle de tempête qui s'accroche à tout ce qu'elle touche avec son souffle glacial oblige la compagnie d'électricité Hydro-Québec à envoyer ses équipes un peu partout pour réparer les lignes. 3 d'entre elles flanchent sous le poids de la glace en fin de journée. Le pylône est en train de s'effondrer, puis la file, tout a suivi au complet jusqu'au 5e rang. 65 mm de verglas accumulés sont mesurés et la situation semble se dégrader encore, alors que plus d'1 million de foyers sont maintenant privés de courant. Dizaines de milliers d'arbres n'ont pas résisté. Les arbres tombent, les voitures sont prises dans un pain de glace, c'est vraiment difficile. Des fils, des poteaux, des pylônes se sont écroulés sous le poids de la glace. Les populations se retrouvent dans le froid et la pénombre, mais aussi dans l'impossibilité de se déplacer. Le verglas rend les routes impraticables. Les habitants sont pris en otage. Pour l'instant, Montréal est relativement épargné par les pannes de courant, mais le réseau est tellement perturbé que la situation s'apprête à basculer. Diriez-vous que ce qui est arrivé aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui est exceptionnel? C'est très particulier, voire exceptionnel, oui. Ce qui est particulier, c'est que, ou exceptionnel si vous préférez, c'est le fait qu'on a affaire à une succession de perturbations qui nous donnent du verglas. Parce que dans le passé, quand on a eu des tempêtes de verglas dans le passé, rappelez-vous, il y a 1 an, à peu près à pareille date, on avait eu une tempête de verglas, 25 mm de verglas. Ça n'avait duré qu'une journée et c'était passé. Et là, ça se succède. Ça se succède. Après 3 jours de crise, au matin du vendredi, le Québec entre dans la pire journée. 3 nouvelles lignes s'écrasent au sol sous le poids des désormais 78 mm de glace accumulés, alors que le verglas continue de s'abattre sur la province. L'alimentation en courant de la ville de Montréal ne tient maintenant plus qu'à un fil, ou plutôt 2, les 2 dernières lignes électriques qui tiennent encore. Les habitants sont invités à économiser l'électricité au maximum. Dans la ville, l'éclairage public est réduit, et le métro est arrêté durant quelques heures. Pendant que bon nombre de transformateurs électriques sont au bord de l'implosion, les usines de filtration de l'eau potable de l'île ne sont plus alimentées. Montréal n'a plus que 2 heures d'eau potable en stock, et on frôle la catastrophe, avant qu'elle ne soit finalement rallumée dans la nuit. On demande à la population de faire bouillir l'eau du robinet avant de l'utiliser. Il est aussi déconseillé à la population de s'aventurer dans les rues du centre-ville. Des blocs de glace se détachent sporadiquement des façades et s'écrasent dans les rues. L'ensemble des ponts reliant Montréal au reste du Québec sont fermés. On a peur que le poids du verglas ne les fasse céder. Déjà actuellement, je voudrais inviter la population à faire très attention. À la fin de cette journée éprouvante, plus d'1,3 million d'habitants sont privés de courant. La tempête laisse le Québec exsangue, alors que la glace s'amuse à sculpter de véritables œuvres d'art sur les surfaces où elle s'est posée. Les arbres croulent sous son poids et s'écrase au sol dans de grands fracas. Les 2 jours qui suivent, Montréal reste paralysé. Mais doucement, la situation semble s'améliorer. Il ne pleut plus. Les ennuis se concentrent sur les municipalités de l'est de Montréal, dans le triangle agricole formé par 3 villes de la région de la Montérégie. Dans le triangle formé par les villes de Granby, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean.
Dans ce triangle maudit, les précipitations continuent et le réseau électrique est KO pour de bon. Hydro-Québec est épaulé par des équipes spécialement dépêchées depuis l'État de New York. Et pendant ce temps-là, 12 000 soldats de l'armée canadienne sont envoyés sur place, dans ce qui constitue la plus grande opération militaire par temps de paix déployée au pays. Saint-Jean-sur-Richelieu est en blackout total. 90% de la ville de 40 000 habitants est privée de courant. Le paysage, comme partout le long du Richelieu, est désolant. Des fils électriques coupés à la grandeur du territoire, il n'y a pas une rue où il n'y en a pas un au sol. Après une semaine noyée sous un océan de verglas, les habitants du sud du Québec commencent à s'organiser au sein d'une crise qui semble partie pour durer. Et le plus préoccupant reste les pannes de courant, qui privent les habitants des services primaires. L'entraide se met vite en place. Les voisins se portent secours, les gymnases et les écoles sont ouverts pour abriter quelques 100 000 sinistrés au chaud. On distribue de la nourriture, pendant que dehors les équipes d'Hydro-Québec tentent de réparer le réseau électrique. Les pompiers sont débordés par le nombre d'appels de gens en détresse, et les hôpitaux font face à un afflux de personnes intoxiquées chez elles au monoxyde de carbone. Dehors, à chaque station-service, on fait la queue pour l'essence, mais aussi pour l'eau potable. Les ressources essentielles sont désormais de rares denrées qu'on s'arrache au compte-gouttes. Au jour 8, le verglas s'est arrêté pour de bon. La tempête est terminée, mais pas la crise. 500 000 personnes sont toujours sans électricité, alors que le réseau de distribution est en grande peine. Plus de 1000 pylônes et pas moins de 30 000 poteaux en bois se sont affaissés sous le poids de la glace. Les travaux de reconstruction seront titanesques et sont bien partis pour durer plusieurs mois. Et bien qu'un réseau électrique de fortune soit installé, c'est loin d'être idéal. Il faudra 35 jours pour reconnecter l'ensemble des habitants. En gelant la province, la crise du verglas a souligné l'isolement auquel nous sommes en proie lorsque l'électricité s'en va. La vulnérabilité de nos installations reflète en réalité la nôtre. Dans le noir et le froid, une maison n'est plus un refuge, mais une prison. Une ville n'est plus une ruche, mais un piège dangereux. Le réseau de distribution électrique du Québec n'est pas plus vulnérable qu'un autre, mais ce mois de janvier 1998 a montré qu'il pouvait se faire terrasser par de simples gouttelettes d'eau, et que la nature lance parfois des démons imprévisibles que l'homme ne peut pas contenir, et en face duquel les infrastructures qu'il installe pour son propre confort ne pèsent pas bien lourd. Neige. Oui, c'est de la neige qui lui tombe dessus. Oui, ça veut dire que la nature va jouer de notre côté ou va arrêter de nous empoisonner l'existence. Il y a plus... La probabilité de grésil et de verglas est nulle. Et nulle. Fini. Donc, ça veut dire que c'est fini, là. C'est fini, oui, c'est fini. Le verglas a fondu désormais. Mais si l'arme du crime a disparu, les stigmates de la crise sont toujours visibles et poursuivront le Québec durant toute l'année 1998, et même au-delà. Le verglas aura eu des conséquences à tous les niveaux, y compris économiques. La province privée de courant, l'économie s'est retrouvée gelée pendant une semaine. La tempête coûta plus d'1 milliard de dollars de dégâts. 225 000 arbres ont souffert du verglas ou en sont morts. La tempête affecta durant plus d'une décennie la production de sirop d'érable dans la région, ainsi que la production laitière. En tout, c'est 100 mm de verglas qui se sont déposés sur le Québec, l'obligeant à revoir en profondeur son système électrique et à entamer des travaux qui durent encore aujourd'hui. Au cœur de l'hiver, dans les miroirs créés par le verglas, les Québécois se sont rappelés de deux choses importantes. Que la terre qu'ils ont durement domptée au fil des siècles pouvait se montrer sans pitié, mais surtout que le confort était un luxe qui ne tenait malheureusement qu'à un fil.